Et Paris, lieu que vous occupez aujourd'hui, vous n'avez pas peur de le dire, vous êtes un Européen convaincu. Après un diplôme de droit international à l'université de Pise et un doctorat de droit des communautés européennes, vous débutez votre carrière politique en 1991 lorsque vous êtes nommé président des Jeunes chrétiens démocrates européens. À partir de là, votre ascension politique sera fulgurante. En effet, vous prouverez à tous que ce n'est pas nécessairement dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, puisque vous serez nommé à 32 ans ministre des Affaires étrangères et deviendrez ainsi le plus jeune ministre de l'histoire italienne. Vous serez ensuite successivement le ministre du Commerce et de l'Extérieur et enfin secrétaire d'État à la présidence du Conseil de Romano Prodi. C'est donc tout naturellement que le président Giorgio Napolitano fera appel à vous pour tenter de former un gouvernement après la victoire du Parti démocrate aux élections législatives. Vous serez ainsi nommé en avril 2013 président du Conseil italien. Vous formerez un gouvernement de grande coalition avec le peuple de la liberté de Silvio Berlusconi. Seulement, vous retrouvez la vie civile en février 2014, après un affrontement politique ardent à l'issue duquel vous quittez le gouvernement. Vous décidez aussi définitivement de quitter votre poste de député pour venir vous installer à Paris et devenir le nouveau doyen de l'École des Affaires internationales de Sciences Po. Vous êtes donc maintenant libre de toute fonction politique, ce qui vous permet de porter un regard mûr et indépendant sur la crise existentielle que l'Europe est en train de vivre. En tant qu'Européen d'origine italienne, comme vous vous décrivez, vous assistez en ce moment même à un déchirement dans votre propre pays, qui, dans un contexte de très forte pression migratoire, a cédé à la tentation des partis populistes et d'extrême droite prônant une politique anti-Europe et anti-système. Mais cette situation en Italie n'est pas isolée, puisque d'autres pays européens se trouvent aussi dans la tourmente. Entre crise économique, crise des migrants, attaques terroristes, chômage de masse dans plusieurs pays du continent, poussée nationaliste, Brexit, imprévisibilité de Trump et provocation de Vladimir Poutine, la pertinence même de l'Europe se trouve remise en question. Pour finir, depuis juillet 2016, vous êtes le président de l'Institut Jacques Delors, qui est le think tank sur l'Europe, formé par Jacques Delors en 1996 à la fin de sa présidence de la Commission européenne. Il produit des analyses et des propositions destinées aux décideurs européens et aux citoyens. Il est donc un acteur majeur dans les débats relatifs à l'Union européenne. Toutes ces questions vous passionnent et vous les abordez sans concession dans votre livre « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Alors, encore une fois, Monsieur l'État, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici parmi vous. C'est la première fois que je viens ici, donc je suis très intéressé à connaître mieux votre institution, votre parcours, vos pensées sur l'Europe et naturellement on va avoir ensemble la possibilité d'échanger quelques idées sur le futur de l'Europe et le présent de nos pays. Je suis donc là pour introduire, je vais le faire rapidement, avec l'aide de quelques images qui vont m'aider dans le petit parcours que je vais vous proposer. Parce que l'Europe aujourd'hui est en vérité quelque chose de très intéressant, de complètement imprévisible, très compliqué de dire ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe est importante pour vous, pour nous tous, mais surtout ce qui est sûr, c'est que les raisons pour faire l'Europe aujourd'hui ne sont plus les mêmes raisons qui ont conduit à faire l'Europe au début. Et ça, c'est mon premier point de raisonnement que je vais vous proposer. Parce que, en vérité, un des grands problèmes, quand on parle d'Europe aujourd'hui, si vous mettiez devant vous, dans cet amphi, une discussion entre un pro-européen et un anti-européen de France ou d'autres pays européens, c'est un peu la même chose toujours, vous auriez un anti-européen qui parle un langage très simple, très compréhensible et peut-être très attrayant.
Et vous avez un pro-européen qui parle un langage normalement très compliqué, très techno, difficile à comprendre. On se perd après 3 minutes et on lui fait confiance peut-être si on croit en l'Europe, mais sinon on perd tout de suite le fil du discours. Et ça parce que on n'a pas eu, de mon point de vue, c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre là-dessus, la compréhension du changement qui vient de se passer et du fait que le discours sur l'Europe doit complètement changer en termes de but, de grandes missions et surtout en termes de langage. Si on continue avec le langage de toujours sur l'Europe, on va perdre au fur et à mesure, on va perdre les soutiens, on va perdre l'attention des gens. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un discours sur le turning point. Quel est le changement et quel est ce changement? Et premièrement, les crises de l'Europe. Parce que je suis en train de vous dire, l'Europe a changé, le changement est énorme, pourquoi et quels sont les nouveaux buts et le nouveau langage? Alors, premièrement, parce que l'Europe a vécu des crises qui sont assez uniques. La première, voilà, vous avez reconnu un Italien fameux, important, qui est un grand Européen, Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Et à côté de lui, vous avez un toolbox, une boîte à outils. Pourquoi j'ai mis ces deux choses ensemble? Parce que quand la crise de la zone euro a débuté et est arrivée, tout a explosé. Les taux d'intérêt, le manque de croissance, le reste du monde a pensé à l'Europe comme le grand malade du monde. C'était les années 7, 8, 9, 10, 11. Et puis Draghi est arrivé, et quand la crise est arrivée, on s'est aperçu qu'il manquait la boîte à outils. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, vous avez besoin des outils pour réparer. Et bon, il n'y avait pas de boîte à outils. Il n'y avait pas de boîte à outils, et c'est pour ça que l'Europe a explosé. À la différence des États-Unis. La crise de la zone euro, c'est le lieu le meilleur pour parler de ça. Vous êtes ici dans une école qui devrait avoir ces sujets au centre et sûrement les a. Donc, la crise de la finance mondiale a débuté aux États-Unis. Il y a eu un virus qui est arrivé en Europe. Les États-Unis ont guéri de ce virus en 9 mois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la boîte à outils. Nous, les Européens, on n'avait pas de boîte à outils. On ne savait pas comment s'y prendre. Le virus venait de chez eux et ils avaient quoi? Qu'est-ce que la boîte à outils dans le cadre de la crise de la zone euro? Ils avaient une banque centrale indépendante, très forte, capable tout de suite de faire l'injection de liquidité, le fameux quantitative easing et tout le reste. Et ils l'ont fait, tout de suite. Ils avaient des institutions fédérales qui ont tout de suite changé des lois, des règles. Et donc ils ont remis à plat, ils ont remis les choses tout de suite, en quelques mois. Ils ont tout de suite sauvé leur banque, qui était en crise en 2007. Et en 2009, 2010, les États-Unis ont repris tout de suite la normalité et la croissance. Alors que nous, on s'effondrait. Pourquoi on s'effondrait? Parce qu'il n'y avait pas de boîte à outils. C'est-à-dire, notre banque centrale n'avait pas le droit, le pouvoir de faire ce que la Banque centrale américaine a fait, parce qu'on n'avait pas la possibilité de régler les affaires de la crise européenne aussi bien que les États-Unis. Donc, le premier point, la crise de la zone euro, ça a été terrible. On paie encore aujourd'hui les conséquences. Quand je pense à mon pays, l'Italie, je pense que le résultat des élections italiennes est un résultat qui est aussi le résultat de cette crise. Quand vous avez pour 5 années d'affilée le chômage des jeunes qui est à 40%,
l'Italie, 50% l'Espagne, 70% la Grèce, vous avez naturellement un immédiat manque de confiance. Et donc cette crise de la zone euro a eu des conséquences sociales et politiques terribles. La boîte à outils. Est-ce qu'on a aujourd'hui la boîte à outils? À moitié. À moitié. On aurait besoin d'un fonds monétaire européen. On ne l'a pas encore. On a quelque chose qui rassemble un fonds monétaire européen qui s'appelle European Stability Mechanism, ISM. C'est le premier pas vers un fonds monétaire européen. On a une banking union à moitié, on aurait besoin de la compléter. On a un traité sur la stabilité des budgets européens qui est à moitié là aussi. On aurait besoin de le compléter. Donc on a une moitié de cette boîte à outils. Et surtout, on a eu une banque centrale européenne qui a donné la possibilité à ce monsieur, le président, au mois de juillet 2012, de prendre un fort engagement. Vous savez tous très bien, le juillet 2012, c'est le turning point de la crise de la finance en Europe, parce que Draghi, dans cette date, dans une conférence de presse à Londres, a dit « whatever it takes ». Il a dit « la Banque centrale européenne va faire tout ce qui est possible pour sauver l'euro ». Donc il a pris un engagement à l'américaine. Il a dit exactement ce que le président de la Banque centrale américaine avait dit il y a 4 ans. Et les marchés ont cru à ce que Draghi disait, et il a fait après ce qu'il avait dit qu'il aurait fait. Et aujourd'hui, la crise de la zone euro est une crise qui est à moitié derrière nous. Mais elle a laissé des dégâts sociaux. La première grande crise. La deuxième grande crise européenne, le Brexit. Là, vous avez maintenant naturellement le sujet, le Brexit. Ils sortent, ils ont décidé de sortir pour aller où? Ce n'est pas clair encore et ils n'ont pas encore tranché là-dessus. Quel genre de relation pour le futur du Royaume-Uni avec l'Europe? Cette carte est très intéressante. C'est une carte qui vous raconte ce que vous savez déjà, mais je le répète, vous éliminez l'Écosse et l'Irlande du Nord, qui sont pro-européennes, et vous avez le reste, donc l'Angleterre et le Pays de Galles, dans lesquels vous avez toutes les campagnes en faveur du Brexit et toutes les villes, les grandes villes, contre le Brexit. Sauf, vous voyez, 2 petites villes qui parlent anglais, naturellement, et l'anglais aujourd'hui est la langue de la globalisation. Donc, le grand sujet, c'est que la sortie du Royaume-Uni a donné une idée au reste du monde que le pays de la langue de la globalisation sortait de l'Union parce que, et ça c'est la deuxième raison, quand le Royaume-Uni est entré en Europe, c'était, vous savez, 72-73, quand ils sont entrés, après une longue période, puisque les Britanniques, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous vient du Royaume-Uni ici, mais j'imagine que ce que je vais vous dire, vous allez le prendre comme un compliment, les Britanniques sont considérés comme très pragmatiques. Et donc, quand ils sont entrés en Europe, le monde entier a dit, puisque les Britanniques entrent, ça veut dire que l'Europe c'est un succès. Ils ne peuvent que décider de entrer. Sinon, ils n'entreraient pas. Et au contraire, le monde entier a dit, cette fois-ci, si les Britanniques sortent, alors ça veut dire que les choses ne marchent pas bien en Europe. Ça a été un message négatif sur l'Europe en général. Et donc ça a eu un effet majeur. Ça n'a pas été un cas. Après le Brexit, vous avez entendu parler de Frexit, de Grexit, de Italexit. Ça a été un brand très fort, Brexit. Donc une crise majeure. Troisième, la grande crise des réfugiés. Là, je vous ai mis, il y aura plein de données, une seulement, et celle qui raconte que la crise a été à la fin une crise qui a beaucoup concentré l'attention et le poids sur quelques pays,
en particulier sur le pays de destination finale, c'est-à-dire l'Allemagne, c'est le pays où tous les réfugiés veulent arriver, et les deux pays de première entrée, la Grèce et l'Italie. Deux pays de première entrée parce que la géographie européenne, on la sait très bien, elle n'est pas équilibrée. C'est une géographie dans laquelle vous avez deux pays qui se trouvent à avoir le plus de pression, c'est l'Italie et la Grèce, et vous avez un pays, surtout l'Allemagne, le pays de destination finale. Mais les autres pays, les 24, 25 autres pays, n'ont pas été très solidaires avec les trois autres. Donc chacun a un peu dit, bon, vous vous débrouillez un peu comme vous pouvez, c'est pas un problème à moi. Alors que la crise des réfugiés, on va en parler si vous voulez dans le débat, c'est une crise majeure pour une série de raisons. La première des raisons, c'est qu'on a fait une grande confusion entre réfugiés pour des raisons politiques et migrants pour des raisons économiques. On a mis tout ensemble, et en mettant tout ensemble, on a donné un très mauvais service à ceux qui avaient vraiment droit à entrer, et on a donné à nos concitoyens l'idée qu'on était complètement débordés par une affaire qui est devenue, là aussi, si je le vois, les élections dans mon propre pays d'Italie, c'est devenu l'affaire la plus importante. La campagne électorale tournait autour de la question des réfugiés comme la question principale. Et on est encore là. On est encore dans une situation dans laquelle on reste sans boîte à outils. Je reviens à la boîte à outils du début. Là aussi, il manque une boîte à outils. Il manque une politique migratoire réelle. Et ce manque est une des questions aujourd'hui les plus compliquées qu'on a devant nous. Mais la crise européenne est quelque chose de plus. Parce qu'en réalité, la crise européenne est aussi une crise de la démocratie occidentale. La démocratie comme on la connaît chez nous depuis beaucoup de temps, et ce n'est pas un cas que cette crise européenne est une crise que vous pouvez mettre ensemble avec ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et la discussion autour de notre démocratie à nous, une discussion, un débat qui n'est pas facile. Je vous suggère de faire une petite réflexion, qui est la suivante. Quel est l'état des démocraties européennes en termes de stabilité politique? À la fin, vous avez en Europe un seul pays européen qui vit une phase de stabilité politique. Et c'est le vôtre. Je parle aux Français qui sont présents ici. C'est la France. Mais est-ce que c'est la France parce que la France est meilleure des autres? Quelqu'un d'entre vous peut répondre comme ça. Moi, je réponds oui, peut-être, mais c'est aussi à cause des institutions françaises, qui sont uniques en Europe. Aucun autre pays européen n'a les institutions que la France a. Institutions qui ont été créées en 1958 par le général de Gaulle et qui donnent une stabilité à un pays qui, en vérité, si vous prenez le résultat du premier tour des élections présidentielles de l'année passée, est très fragmenté aussi. Parce que le résultat du premier tour de la présidentielle française est un résultat qui n'est pas très différent de ce qui s'est passé en Italie dimanche 4 mars. Vous prenez le premier tour de la présidentielle française, avec 22% de Marine Le Pen, de 20% de Mélenchon, etc. Et vous voyez que ce n'est pas très différent de ce qui s'est passé en Italie. Quelle est la différence? C'est qu'en France, le deuxième tour a donné la stabilité. Et aujourd'hui, la France est le pays avec plus de stabilité. Regardons les autres autour de la France. L'Allemagne, les difficultés qu'on a vues, 6 mois pour former un gouvernement. On vit une phase qui est assez incroyable. Les Allemands qui ont besoin de 6 mois pour faire un gouvernement, c'est unique. On voit l'Italie, on voit l'Espagne avec la situation, le cas catalan, la question identitaire complexe. Je
pourrais continuer avec les autres pays, le gouvernement de coalition très large aux Pays-Bas, etc., etc. On voit la politique britannique dans le cas de difficulté qu'elle est en train de vivre. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis là? Deux intéressantes slides. Une sur la question nationalisme, identité nationale, identité européenne. C'est intéressant, je pense que c'est intéressant. Et l'autre sur est-ce que vous avez pensé avoir profité d'être membre de l'Union européenne ou pas? Et dans les deux cas, c'est une étude de Chatham House que je trouve très intéressante, parce qu'il y a eu des réponses qui étaient séparées par deux groupes de gens. Les élites, difficile de définir les élites, mais on peut comprendre, et les électeurs dans leur totalité. Regardez la différence. Regardez la différence, surtout dans la deuxième. As-tu tiré bénéfice de l'appartenance à l'Union européenne? Les élites, oui. Les peuples, très peu. Ça, c'est la perception. Une différence énorme. Dans un clivage, je reviens un instant à ça. C'est intéressant. Il y a un livre que je vous conseille de lire, David Goodhart, The Road to Somewhere, qui raconte sur les élections britanniques ce récit. Il dit, désormais, dans nos démocraties occidentales, il y a deux groupes de gens. Les gens du somewhere et les gens de l'anywhere. Les gens de l'anywhere, c'est les gens mobiles, cosmopolites, qui parlent plusieurs langues, qui peuvent vivre et travailler dans plusieurs pays, qui sont connectés entre eux, qui aiment l'Europe et aiment la globalisation. Et puis les gens du somewhere, les gens qui ont volonté de vivre là où ils ont, là où leur famille a toujours vécu, et qui n'ont aucune envie d'apprendre des langues ou de vivre dans une approche cosmopolite. Probablement, vous êtes tous pas du monde de l'anywhere ici. C'est difficile d'imaginer que quelqu'un qui n'est pas dans ce mood de l'anywhere ne fasse partie de cette assemblée. Mais on sait tous très bien que c'est le clivage le plus important aujourd'hui qu'on vit dans nos sociétés. C'est un clivage très important sur lequel ce qui s'est passé au Royaume-Uni est très clair, mais à la fin, c'est présent partout. Prenez un moment ce qui s'est passé aux élections françaises, là aussi je reprends le chiffre de Marine Le Pen à Paris, 4-6%, et dans la moyenne du pays, et dans les zones rurales. Regardez la différence énorme entre ces deux chiffres. Et je termine rapidement. Ça, c'est peut-être la question la plus intéressante, au moins de mon point de vue. Qu'est-ce que tu penses du futur et du passé? Parce que quand on parle d'Europe, il faut voir à ce point-là. Nous, les Européens, avec notre difficulté, à considérer que le futur est aussi intéressant que le passé. Et cette idée que la vie, il y a 50 ans, était mieux qu'aujourd'hui. Regardez l'Italie et aussi un peu la France. Cette idée que les 30 glorieuses, comme on dit ici, c'était le Golden Age. Et qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué à cause, je crois, du fait que le monde bouge. J'aurais pu ajouter ce qui s'est passé hier en Russie, et donc l'image de M. Poutine. Mais voilà, je termine avec la question finale et ma réponse finale, sur laquelle j'ouvre à vos questions, au débat avec vos amis. Pourquoi dans tout ça, dans tout ce chaos, dans toutes ces difficultés sur le rôle de la politique, de la démocratie, si vous lisez aujourd'hui la première page du Financial Times, le titre principal du Financial Times aujourd'hui est sur la question de l'affaire Cambridge Analytics,
Facebook, et le souci que la possibilité que les élections américaines aient été, disons, acquérées, on pourrait dire ça, par cet emploi malhonnête des données que Facebook avait sur des millions d'électeurs américains qui ont été manipulés par cette boîte. L'état de la démocratie, nos difficultés, mais surtout ce point-là. Alors là, c'est le point sur lequel je termine, mais j'ai besoin de 2 minutes finales parce que c'est le cœur du raisonnement que je voudrais faire. Ce raisonnement-là aurait été impossible de le faire quand l'Europe a débuté. Quand on a commencé à parler d'Europe dans les années 50, 60, et l'Allemagne. Et donc l'image de l'Europe, c'était main dans la main, le vieux, corpulent chancelier allemand et le vieux président français, tous les deux, main dans la main, dans un cimetière où il y avait des millions de jeunes de votre âge qui avaient perdu leur vie pour chercher de bouger un drapeau et une frontière 100 km d'un côté ou 100 km de l'autre côté de l'Alsace, de la Ruhr, et des millions de Français et d'Allemands s'étaient entretués pour ça. Et tout ça était devenu des guerres mondiales. Donc l'engagement des deux qui se disaient et disaient au monde, notre responsabilité c'est d'arrêter tout ça. Et on fait l'Europe pour ça. Ça c'était l'Europe des débuts. On sait tous très bien que si on parle aux jeunes aujourd'hui, on parle de l'Europe pour éviter des guerres entre nous, on sait tous très bien que ça n'emmène nulle part. Oui, on est tous conscients que c'est une valeur importante. Mais on sait tous très bien qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le futur de l'Europe est beaucoup plus complexe. Quel est l'enjeu? Ça, c'est la proposition que je vous fais, sur laquelle je vous demande de réfléchir. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est le fait que je vous le raconte comme je le vis dans ma propre expérience personnelle et générationnelle. Moi, je suis né en 66, donc je suis d'une génération qui est une génération qui est à peu près à la moitié du parcours de la vie. Alors, ma génération, quand elle est venue sur cette terre était peuplée de 3 milliards de gens. 3 milliards de gens. Quand ma génération va quitter cette terre, j'espère naturellement le plus loin que possible, notre planète va être habitée par 10 milliards de gens. Donc, première conséquence, réfléchissez sur la différence qu'on a toujours eue dans notre tête. On a toujours pensé que la durée de la vie d'un homme ou d'une femme est rien par rapport à l'histoire de l'humanité. Et pensez ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Le monde passe de 3 milliards à 10 milliards dans la vie d'une personne. Deuxième conséquence, la Terre est une seule. Elle nourrissait 3 milliards, elle devra nourrir 10 milliards. Je reprends la fameuse phrase de Ban Ki-moon qui disait à la conférence sur le climat, il n'y a pas un plan B, parce qu'il n'y a pas de planète B. Il y a une seule planète. Donc l'importance de l'environnement, mais surtout la question est une autre. Les Européens, combien on était quand le monde était de 3 milliards? On était 500 millions. 500 millions sur 3 milliards, ça fait 1 sur 6. Combien va-t-on être quand le monde va être peuplé de 10 milliards de gens? On va être encore 500 millions. Peut-être 480, 520. On va être 1 sur 20. Et en plus, on va être beaucoup moins riche par rapport à ce que le monde était dans les années 50 et 60. On était le centre du monde. Aujourd'hui, regardez là, on va être une petite partie du monde. Le monde va être composé par des puissances beaucoup plus importantes que nous, les Européens. Donc,
Pour être influent dans le monde de demain, il faut être uni. Ça, c'est le point très clair et la raison pour laquelle aujourd'hui il faut faire l'Europe. La France, toute seule, l'Allemagne, toute seule, l'Italie, toute seule, vont peser comme une région de la Chine. Le monde de demain va être un monde dans lequel le président chinois, le président américain vont se rencontrer. Et si l'Europe est unie, l'Europe va avoir les épaules et la dimension pour être à leur niveau et influencer leurs décisions. Sinon, ils vont se rencontrer entre eux et vont décider pour nous. Vous pouvez me dire, mais nous, on ne veut pas influencer le monde, on veut rester dans le... on veut bien vivre chez nous. Et le monde hyper connecté aujourd'hui est un monde dans lequel, ou bien on influence le reste, et donc c'est une lutte d'influence, ou bien on perd sur l'environnement, sur le commerce international, sur les grands enjeux de la démocratie, sur les grands enjeux du développement durable, sur les valeurs, la laïcité de l'État, la parité entre hommes et femmes. Je pourrais faire toute une longue liste. C'est chez nous que ces valeurs sont partagées, importantes, appliquées. On donne tout ça pour acquis chez nous. Mais je vous invite à réfléchir sur le fait qu'il y a 3/4 du monde dans lequel ces valeurs, je viens en citer quelques-uns, je pourrais continuer, ne sont pas appliquées. Ne sont pas appliquées. Pensez aux droits du travailleur. Ici, on discute ordonnance par ordonnance, en Italie, Jobs Act, pas Jobs Act, mais le travailleur a des droits. Dans 3/4 du monde, le travailleur n'a aucun droit. Imaginez-vous ce que c'est le welfare state chez nous et ce que c'est dans le reste du monde. Imaginez ce que ça veut dire être avec la possibilité d'être pris en charge par un hôpital et ne pas être pris en charge par personne. Alors, je termine là-dessus en disant que le monde de demain est un monde dans lequel les valeurs européennes, et nous les Européens, on peut avoir un rôle, mais on peut avoir un rôle si on est unis. Normalement, je dis un peu en provoquant la discussion, c'est que on a toujours dit que les pays européens étaient divisés en deux groupes, les grands pays et les petits pays. En vérité, les pays européens, par rapport au monde, sont divisés aujourd'hui en deux groupes. Les pays petits et les pays qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits, dans le monde de la Chine, de l'Inde et du reste. C'est pour ça qu'il faut comprendre que l'Europe est une nécessité. On peut discuter de comment la faire. Je ne suis pas là pour défendre l'Europe comme elle se fait, comme elle est faite. Je pense que beaucoup de choses doivent changer. Mais il faut la faire. D'une façon différente, mais il faut la faire. Pour faire en sorte que cette Europe nous donne la possibilité de défendre et développer nos valeurs. Et nos valeurs sont très importantes dans un monde qui est en train de bouger. Un monde qui autour de nous, le titre que l'éditeur français a voulu donner à mon livre, Un monde de brut, est un peu fort, je reconnais. Mais quand vous avez autour de vous Poutine, Trump, Erdogan, et je pourrais continuer, on comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est un peu à nous de démontrer que ce n'est pas vrai qu'il y a une alternative entre les valeurs et la croissance, entre la démocratie et la compétitivité. On peut être avec nos valeurs et on peut avoir de la compétitivité, faire en sorte que les choses bougent et bougent bien. C'est un peu le sens du raisonnement que je vous ai présenté aujourd'hui. Je sais que c'est un peu clivant, mais je sais que tout discours sur le nationalisme et sur tout le reste doit tenir compte de tout ça. Et dans mon discours, je sais bien que chacun d'entre nous a ses racines. Moi, je suis italien. Si vous me dites, moi, je suis proud to be italien. Complètement orgueilleux. Mais je sais aussi que mes racines sont complexes. Et que l'Europe aujourd'hui, toute dernière chose que je vous dis, en terminant, que l'Europe aujourd'hui est l'identité la plus moderne. Ce n'est pas une identité poussiéreuse à l'ancienne, comme on pense. C'est la plus moderne, parce qu'aujourd'hui, se définir avec un seul mot, c'est quelque chose qui n'est pas moderne. Aujourd'hui, on est tous connectés, hyper connectés, pluri-identitaires. Et je ne peux pas dire, si vous me dites qui êtes-vous, bon, avec un seul mot, je suis obligé de vous dire que je suis italien. Mais ce n'est pas suffisant. Premièrement, parce que je viens de Toscane. La Toscane est beaucoup mieux que la Lombardie et la Sicile. Deuxièmement,
vous me dites la Toscane que c'est beau Florence. Je vous dis non, Pise est beaucoup mieux que Florence. Je viens de Pise, je connais ma ville, et donc je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire une identité. Mais je suis aussi européen. C'est pour ça que je pense à l'Europe comme une identité multiple, qui est très forte, très importante et très moderne dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que le nationalisme aujourd'hui va détruire notre capacité d'être influent dans le futur. Un futur qui sera dominé par ces gens, ou bien on est là, nous aussi, tous ensemble, ou bien on va perdre la bataille mondiale. Merci. Merci pour cette introduction, M. l'État. Donc on va présenter le déroulé de la conférence. Donc dans une première partie, on parlera de la crise migratoire et de l'enjeu de l'identité européenne. Ensuite, nous parlerons des réformes institutionnelles que M. l'État préconise dans son livre. Puis nous terminerons par la politique extérieure de l'Europe ainsi que la situation de l'Italie après les élections. Donc la première question que je voudrais vous poser, M. l'État, c'est que dans votre livre, vous parlez souvent des pères fondateurs de l'Europe, donc comme François Mitterrand, et vous essayez de les comparer aux Founding Fathers, donc aux pères fondateurs des États-Unis. Cependant, il me semble que cette comparaison peut être un peu discutable, dans la mesure où les pères fondateurs des États-Unis ont été les pères fondateurs d'une nation, alors que les pères fondateurs de l'Europe, comme François Mitterrand, ancien président de la République française, ont créé et fait progresser un système politique qui rassemblait des nations déjà existantes. Et donc la question qu'on voulait vous poser, n'a-t-on pas fait l'Europe avant de faire les Européens, comme beaucoup disent que l'Italie a été faite avant d'avoir fait les Italiens? Oui, peut-être c'est comme ça, mais naturellement la situation est complètement différente des États-Unis, mais il est vrai que la question complexe, c'est de dire qu'on est en train de faire les Européens en même temps que l'Europe. Je vois toute la différence. Moi, je fais un petit, très simple parallèle. J'ai vécu, quand j'étais petit, à Strasbourg. J'étais le seul non-français dans ma classe, à l'école primaire, à Strasbourg. Dans mon école, dans les années que j'ai fréquenté l'école primaire à Pise, dans ma ville, il n'y avait aucun étranger. Mais quand je dis qu'il n'y avait aucun étranger, il n'y avait non seulement aucun étranger, mais on était tous blancs. Mes enfants vont à l'école en Italie, sont allés à l'école en Italie, maintenant ils vont à l'école à Paris. Dans leurs écoles, ils sont pleins d'étudiants qui viennent, européens qui viennent d'autres pays. Il y a vraiment toutes les couleurs possibles. C'est le monde qui a bougé. Et le monde qui bouge, et l'Europe qui bouge, ces échanges sont dus aussi à la mobilité, qui aujourd'hui est la caractéristique principale de nos vies. Ce qui n'existait pas il y a 40 ans. Alors vous êtes presque des millénaires, donc vous ne connaissez pas le monde d'avant. Mais le monde d'avant était un monde dans lequel on ne bougeait pas. On ne bougeait pas pour des raisons très simples. Moi, quand j'étudiais dans mon université à Pise le droit européen, premièrement, il n'y avait pas l'Internet. La mobilité est la chose la plus simple possible. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'identité européenne est beaucoup plus forte de ce qu'on pense. Parce que c'est une identité qui s'est forgée à travers le fait d'avoir vécu et de vivre connexion, mobilité, échange, qui il y a 30 ans, quand on a commencé, ou on a fait des pas en avant importants, était complètement impossible. Justement, en parlant de mobilité, un de vos projets principaux, c'est de créer un Erasmus dans les lycées, pour les élèves, pour les lycéens. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu irréaliste, justement? Comment vous prendrez... C'est très compliqué, oui. C'est très compliqué, mais on voit le succès de l'Erasmus pour les étudiants universitaires. Mais on voit aussi l'élitisme de l'Erasmus pour les étudiants universitaires. Parce que quand on dit... Je me suis aperçu de ça, de ce problème d'élitisme, quand je faisais des assemblées avec des citoyens, on me demandait, dis-moi une chose positive de l'Europe,
naturellement, elle te vient tout de suite à l'esprit de parler de Erasmus. Mais les gens réagissent, te disent, oui, bon, l'Erasmus, c'est pour vous, les privilégiés qui envoyez vos enfants à l'université, et vous pouvez avoir aussi l'Erasmus. Ça nous fait retomber dans le discours d'auparavant du somewhere et de l'anywhere. Alors, le point essentiel, c'est qu'il faudrait un Erasmus pour les étudiants de 15 ans, 16 ans, pour tous. Pourquoi je dis ça? Parce que je vis l'exemple, peut-être quelqu'un d'entre vous a vécu ces mêmes expériences. Les familles italiennes qui ont des moyens, donc une partie de la société italienne, des familles qui ont des moyens, au mois d'avril, mai, ça commence maintenant, les parents se parlent et décident où envoyer les enfants de 14, 15, 16, 17 ans, dans quel collège autour de Oxford, de Cambridge, au mois de juillet, pour 2 semaines, pour leur apprendre l'anglais, pour leur donner la possibilité d'apprendre l'anglais. Ils paient des fortunes pour faire ça, et ces enfants italiens se trouvent là. Normalement, ils se trouvent tous entre Italiens, ils parlent italien, ils jouent au foot, ils rentrent après ces expériences, ils n'ont rien appris d'anglais, mais ça c'est autre chose. Mais en vérité, ces expériences-là, pourquoi on les laisse seulement à ceux qui ont les moyens de les faire? Alors que l'Europe serait tellement populaire si chaque famille européenne, un soir, se mettait autour du foyer à discuter dans quel pays on va faire 4 mois à notre enfant de 16 ans, en sachant que c'est la seule possibilité, dans beaucoup de cas, pour ce garçon, cette fille, de faire cette expérience. Je trouve là une façon de démontrer une Europe qui n'est pas seulement pour les privilégiés, pour ceux qui sont à l'aise avec la mondialisation, mais une Europe qui donne la possibilité à tous de faire des expériences comme ça. On avait une autre question, notamment sur votre perception de la politique migratoire en Europe. C'est dans un de vos chapitres très intéressants qui s'intitule 5 pistes pour sortir de la crise migratoire. Vous dressez un bilan assez clair de l'Europe en matière de gestion des flux migratoires. Et vous proposez des solutions plutôt convaincantes. Cependant, vous paraissez parfois paradoxal. Est-ce que vous considérez qu'arrêter la migration dans le monde d'aujourd'hui est une fable, donc que l'Europe ne peut faire ce qu'elle veut, il y aura toujours l'immigration. Cependant, vous faites également l'éloge de pays comme le Canada, qui ont une politique migratoire assez spécifique. Ils accueillent un grand nombre d'immigrés et imposent des limites d'origine ethnique, je vous cite. Et vous dites même, juste après, dans le même texte, que la diversité est essentielle, mais qu'elle devient un problème dès que la population n'est plus en majorité originaire du pays. Donc, dans la situation actuelle, n'est-il pas impossible justement de respecter cette majorité, en tout cas d'un peuple sur son territoire, et accepter que l'immigration ne peut pas être arrêtée? La question de l'immigration est une question normalement de gestion des transitions. C'est-à-dire que ce n'est pas une question en soi, c'est une question de gestion des transitions. Je vous fais 2 exemples. Un premier que je connais très bien. Dans les années 70, j'étais à Strasbourg et je fréquentais la communauté des immigrés italiens de Strasbourg. En Alsace, Lorraine, il y a plein d'Italiens qui étaient venus là dans les années 50. C'était des maçons, des mineurs. Et ils me racontaient la réaction, la difficulté qu'ils avaient vécue à se faire accepter en France. Et la même chose avec d'autres groupes ethniques qui étaient venus en France. Après, la deuxième génération s'est totalement intégrée. Aujourd'hui, vous avez plein de noms dans les listes des ministres des gouvernements français qui sont des noms de deuxième génération de noms italiens. Des gens qui sont totalement français, mais qui sont d'origine italienne. Donc la chose a été complètement... Et vous pouvez faire la même chose avec beaucoup d'autres nationalités. Quand je fais face à un débat dans mon pays sur la question migratoire, aujourd'hui en Italie, il y a un refus des migrations radicales.
Et je fais un débat et je perçois ce refus total. Je prends toujours un texte et je lis ce texte. Ce texte est un texte que je ne dis pas d'où je le tire, un texte qui raconte, avec un récit très dur, comment vivent les réfugiés aujourd'hui. Et ce texte raconte toutes les menaces qu'ils font à nous. Ils violent nos femmes, ils sont devant les églises demander l'aumône, ils sont sales. Ça raconte tout ça. Et puis je dis d'où j'ai tiré ce texte, après l'avoir lu, parce qu'en lisant le texte sans dire d'où il est tiré, ce texte semble le récit d'aujourd'hui, de nos villes d'aujourd'hui. Et ce texte est tiré de la relation, du rapport de la commission spéciale du Congrès des États-Unis en 1915 sur le phénomène de la migration italienne à New York. Et on comprend un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire, que c'est une question de gestion des transitions. C'est-à-dire que, actuellement, il y a la question des réfugiés. Combien de Français ont des noms qui terminent en « an » et qui sont des anciens réfugiés arméniens? Il y en a plein. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le fait qu'ils se sont intégrés? Non. Auparavant, quelle est la question liée aux transitions? Qu'est-ce que ça veut dire gérer les transitions? Ça veut dire être capable de faire en sorte que la gestion des flux migratoires soit une gestion qui donne à nos populations, à ceux qui sont déjà là, la certitude que tout ça n'est pas fait en étant complètement débordé par le sujet et en étant hors contrôle. Donc que tout ça est fait avec une capacité de gérer. Beaucoup de fois, vous avez des immigrés de deuxième ou troisième génération qui sont les plus contraires au phénomène migratoire d'aujourd'hui. Parce qu'ils voient qu'eux, ils ont fait beaucoup de travail pour chercher à être acceptés et ils voient une immigration aujourd'hui hors contrôle, parce qu'on a vécu dans les dernières 4 années une situation hors contrôle, et ils se disent ça va être contre mes propres intérêts. Donc, moi je plaide pour les 5 pistes dont vous parliez. Je plaide pour une gestion du phénomène migratoire et une gestion ouverte et claire. Ce qu'on n'a pas fait pendant les dernières années. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait 2 choses très simples. La première, quelle est la façon aujourd'hui pour entrer légalement en Europe? À part les mariages ou le reste. Mais quelle est la façon pour entrer légalement? Ou bien vous êtes réfugié politique, alors en tant que réfugié politique, vous avez le droit, mais c'est une espèce de loterie, c'est compliqué. Si vous êtes refusé en tant que réfugié politique, vous entrez illégalement. Et ça, c'est la porte d'entrée normale, une entrée illégale. En plus, les images, on voit les bateaux avec les gens qui arrivent avec les bateaux. En vérité, on sait tous très bien que le 80% des immigrés illégaux entrent avec un visa touristique. Par avion, par train, ils ont un visa touristique, ils entrent et puis ils restent quand le visa a terminé son échéance. Donc à la fin, la question est comment fait-on en sorte qu'il y ait une voie légale de migration? Gérer, je prends l'exemple du Canada. Pourquoi je dis avec des quotas? Parce que je pense que là, pour avoir des transitions gérables, il faut que dans un pays X de 20 millions d'habitants, il n'y ait pas une communauté ethnique qui vient d'un seul pays d'origine de 3 millions de gens. Parce que cette communauté va difficilement s'intégrer. Elle va rester avec leurs propres règles, langues et tout le reste. Je ne veux pas que ça disparaisse, mais je veux que ça s'intègre dans le pays où ils entrent. Parce qu'il y a une continuité de traditions, de langues, de règles qui doivent être respectées pour qu'il y ait l'accueil. C'est pour ça que
cette question d'intégration est tellement essentielle. Et c'est pour ça que je plaide pour une politique migratoire européenne qui soit vraie, non pas celle d'aujourd'hui. Vous savez, la politique migratoire européenne d'aujourd'hui, pas seulement à cause de la crise de maintenant, mais c'est une crise qui est, dès ses origines, dès ses racines, c'est une politique migratoire qui ne marche pas. Pourquoi? Savez-vous, vous le savez, quel est le siège, la ville siège de l'agence Frontex? L'agence Frontex est l'agence européenne qui devrait gérer les phénomènes migratoires aux frontières. Elle a été créée au début des années 2000. Le siège de l'agence Frontex est à Varsovie. Pourquoi est-il à Varsovie? Parce qu'au début des années 2000, quand on pensait à la politique migratoire européenne, on se disait c'est l'Est. Ça, c'était le sujet. Parce que la Méditerranée était bouclée avec tous les pays dictatoriaux qui étaient dans le sud de la Méditerranée. Puis il y a eu les printemps arabes. Et tout a été complètement déverrouillé. L'Europe n'est pas avec Varsovie comme siège. Ça donne l'idée que ce n'est pas le bon outil. C'est pour ça qu'il faut complètement changer tout ça. Je m'arrête là parce que sinon je parlerai 2 heures sur le sujet. Mais je vous le dis en tant que quelqu'un qui a dû être aux affaires la nuit dans laquelle il y a eu le naufrage, le premier grand naufrage, dans lequel 366 personnes ont sombré dans la mer, 300 mètres de l'arrivée, de la destination finale, dans la plage de la fin de Lampedusa. On n'avait même pas la possibilité de gérer le deuil de ces gens. C'était épouvantable. Et je pense que, quand je parle de valeurs européennes, je me dis qu'un biologue, un zoologue marin, dans un siècle, qui va faire des fouilles dans la Méditerranée pour voir quel genre de poisson, quel genre de... et il va trouver, jusqu'à maintenant, dans les dernières 10 années, 15 000 squelettes dans la Méditerranée. Il va se demander, mais dans un siècle, il va se demander, mais en 2015, 2016, 2017, quelle guerre y a-t-il eu entre les pays de la Méditerranée? Il va chercher, parce que les livres d'histoire, parce que les livres n'existeront plus, mais il va chercher sur un truc pour savoir ce qui s'est passé, il va trouver pas de réponse à sa question. Il n'y a pas eu de guerre. Pourquoi 15 000 personnes sont mortes là? Et en plus, c'est urgent d'avoir une politique migratoire efficace en Europe pour une raison de futur. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer ce qui va se passer dans le futur entre nous et l'Afrique. L'Europe, une population vieillissante. Seule la France a une démographie positive, parce que la France a la politique du 3e fils qui marche. Les autres pays européens, Allemagne en tête, et puis l'Espagne, l'Italie, la Pologne, tous des pays avec une démographie terrible. On va perdre le 20% de la population active dans les prochaines 25 années. Donc, ça va changer complètement. L'Afrique, qui va doubler sa population en 20 ans, population toute jeune. Sans développement en Afrique, il est clair que les migrations vont être la caractéristique principale des relations entre l'Europe et l'Afrique du futur. Donc, ou bien on a une politique bien gérée, avec des missions claires, avec un pacte avec nos populations, ou bien on va être tous débordés par cette affaire, et ceux qui vont parler des migrations seulement pour faire peur aux gens vont gagner toutes les prochaines élections dans tous nos pays, en sachant que on a peur des immigrés, surtout quand ils sont loin de vous, quand vous les voyez à la télévision. Et plus vous les voyez à la télévision, plus vous avez peur. Le résultat des élections du Brexit est un résultat qui démontre ça. Il n'y a aucun réfugié syrien au Royaume-Uni. Mais la réaction
du Royaume-Uni de dire nous on ne veut pas de ça, on ne veut pas les images de Calais, on ne veut pas les images de Cologne, de Lampedusa, de Lesbos, on ne veut pas de ça. Donc on sort. Ça a été décisif pour le résultat final du Brexit. Vous nommez un de vos chapitres débruxelliser l'Europe. Donc vous constatez beaucoup de problèmes dans les institutions européennes. Vous pensez qu'il y a un véritable déficit démocratique. Est-ce que vous avez des solutions avant les prochaines élections européennes qui se tiendront bientôt pour que voilà, les Européens se sentent plus conscients de leur vote et justement vous donnez une solution intéressante à la fin de votre livre, vous dites qu'il faut créer un parti d'Europe en fait. La solution était celle des listes transnationales. Et hélas, cette solution a été, pour les prochaines élections européennes, elle a été bloquée. Mais je pense que c'était, et ça reste la solution. Quelle est cette idée? Celle de dire il faut avoir un moment démocratique en Europe dans lequel on discute de quelle Europe on veut. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème est le fait que moi je vote dans mon pays pour mes dirigeants nationaux. Mes dirigeants nationaux se rencontrent avec les autres et ils décident sur l'Europe. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et même le Parlement européen, ce n'est pas suffisant, parce que moi je vote les miens, le français se vote les siens, et à la fin, le débat est toujours national, ce n'est pas un débat européen. Le point essentiel, c'est qu'on a l'euro dans nos poches. Donc si les choses vont mal dans un pays, dans l'économie d'un pays, on se dit c'est la faute de l'Europe, parce que c'est l'euro, la monnaie que j'ai dans mes poches. En plus, on a des politiciens nationaux et locaux qui sont des champions du monde du bouc émissaire. Donc, quand les choses ne marchent pas, ah bon, c'est la faute de l'Europe, toujours. Quand les choses marchent, c'est toujours le mérite des politiciens locaux ou nationaux. Quand les choses ne marchent pas, c'est toujours la faute de l'Europe. À la fin, vous avez une situation dans laquelle l'Europe est coupable de tout et vous n'avez pas de débat politique européen. Vous êtes dans une situation dans laquelle, si vous voulez un moment dire, vous, citoyens européens, je veux voter pour l'idée d'Europe que j'ai, même si c'est pour une idée d'Europe plus souverainiste et moins fédéraliste. On n'a pas de vote pour ça. C'est pour ça que l'idée de liste d'un débat européen, d'un Parlement européen, avec la possibilité d'élire des gens, moi je voudrais bien voter pour quelqu'un qui, même s'il n'est pas de mon pays, mais il dit sur l'Europe les choses que je pense. L'identité, le passeport, est-ce que ça compte dans tout ça? Franchement, il peut compter sur des choses. Mais sur l'idée de l'Europe, franchement, je peux trouver absolument qu'un Français, un Finlandais, un Portugais a des idées qui sont absolument les mêmes que j'ai moi-même. Et moi aussi, je peux imaginer que quelqu'un puisse partager mes idées. Mario Draghi, c'est un leader européen qui a fait des choses bien pour l'Europe, qu'il soit italien, qu'il soit allemand ou qu'il soit danois. Alors, je cite ce point-là, danois non, parce qu'il n'est pas de l'euro, mais en fait, je cite ce point parce que la question, l'espace démocratique européen est un des grands problèmes. L'Europe est... Et le titre débruxellisé, c'est parce que moi je pense que, je l'ai dit auparavant, la question de l'identité. Je ne crois pas à une Europe qui devienne un État qui efface les identités nationales. Parce que chacun d'entre nous est lié à son identité nationale. C'est naturel. Mes enfants ont pleuré pour l'élimination de l'Italie de la Coupe du Monde. Moi, je n'ai pas pleuré, mais presque. Buffon a pleuré, voilà. Donc c'est naturel. C'est naturel. Notre identité, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, l'Europe complète nos identités. Et c'est pour ça que je ne crois pas à Bruxelles comme Paris, ou Rome, ou Madrid. Bruxelles ne peut pas être la unique capitale européenne, où toute la bureaucratie européenne est là. L'Europe a besoin d'être multicapitale, parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé la phrase de Jacques Delors qui disait « l'Europe est une fédération d'États-nations ». Parce que c'est pas juste d'effacer l'État-nation.
il est absolument naturel. Le point essentiel est comment faire en sorte que on puisse commencer à s'intégrer encore plus, encore mieux. Mais débruxelliser, c'est ça. Et débruxelliser, c'est aussi une autre raison. Il faut changer notre langage. Moi, pour moi, ça a été super de vivre cette expérience que je suis en train de vivre à Sciences Po. On a à Sciences Po Paris, on a 500 étudiants chinois. J'en ai cette année, j'en ai eu 8 dans mon cours. Et mon cours sur l'Europe avec 8 étudiants chinois, ça m'a appris beaucoup. Vous me demanderez pourquoi. Ça m'a appris à changer mon langage sur l'Europe en parlant avec ma classe. Parce qu'en parlant avec des étudiants chinois, vous devez complètement abandonner le jargon bruxellois. Le jargon plein de termes, acronymes, langage complexe qu'on emploie entre nous normalement. Parce qu'il faut aller à la substance des choses. Faire comprendre à un Chinois qu'est-ce que l'Europe, et je ne plaisante pas. Dans mon expérience internationale, j'ai eu, par exemple, plusieurs fois l'impression que des leaders internationaux fatigués à comprendre l'Europe dans la division de tâches entre le niveau fédéral et le niveau national. Quelqu'un comme Poutine, c'est quelqu'un qui te dit « moi je parle pas à Juncker ou à Tusk, moi je parle à toi, parce que toi tu as un drapeau, une armée, une frontière et un pays derrière toi. Je ne parle pas à quelqu'un que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. » Et en vérité, même Obama, que j'ai adoré, que j'adore et que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui a, dans le premier mandat des 4 ans, n'a jamais visité Bruxelles. Parce que dans son idée, Bruxelles était la capitale de la Belgique. Quand il avait à parler d'Europe monétaire, il appelait Berlin. Quand il avait à parler d'Europe sur la sécurité, il appelait Paris. Quand il avait parlé de Méditerranée, il appelait Rome, etc. Dans son deuxième mandat, Obama a visité Bruxelles. Parce qu'il a compris les deux niveaux essentiels de l'Europe. Je cite ça parce que cette complexité de notre construction européenne n'est pas immédiatement simple. Je pense que c'est génial et c'est le futur. Et je pense que ça marche à la fin. Mais je pense aussi que ce discours doit être raconté d'une façon qui soit un peu différente de la façon avec laquelle on la raconte normalement. Dans un de vos chapitres, vous critiquez le mythe trompeur de l'homme fort. L'homme fort, ce mythe qui peut être incarné par des présidents comme Donald Trump ou encore Erdogan en Turquie. Cependant, vous faites l'éloge d'Emmanuel Macron et de sa récente victoire aux dernières élections présidentielles. Ne serait-il pas justement l'homme fort dont l'Union européenne aurait besoin pour s'affirmer comme une puissance à l'échelle internationale ? Là, la question est très complexe. Elle est complexe parce que dans le monde d'aujourd'hui, la personnalisation du pouvoir est essentielle. Un pouvoir qui n'est pas personnalisé est un pouvoir qu'on ne voit pas. Parce que le monde d'aujourd'hui, l'image de la communication a besoin de visibilité. En même temps, je ne crois pas au fait que tout puisse être délégué à une personne pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et cette personne a en main la résolution de tous les problèmes. Parce que, à la fin, un système qui est totalement concentré sur une personne est un système qui n'a pas de contrepoids et de contre-pouvoir. Et les contrepoids, les coalitions sont très importantes. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, dans nos systèmes européens, l'Europe marche parce que c'est une Europe à coalition, dans laquelle, quand on parle toujours des grands moments européens, on parle de Monnet, de Schuman, d'Adenauer, de Gasperi, on parle de ça. C'était une coalition entre leaders. Quand on parle de l'Europe de Maastricht, on parle de l'Europe de Mitterrand, Kohl et Delors. Coalition entre hommes. Quand on parle, je pense, dans l'Europe des prochaines années, on va parler de coalition entre leaders.
Et ça, c'est la différence entre l'Europe et le reste du monde. Vous pouvez imaginer qu'en Russie, vous avez eu Poutine, en Turquie, vous avez Erdogan. Ben, en Europe, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Et pourquoi c'est un bien que je sois comme ça? Pour une raison très simple, je pense que vous pouvez tout de suite apprécier ce que je suis en train de dire. Quelle est la différence vraie entre nous et le reste du monde? Notre construction à nous, c'est la seule union de minorités qui existe dans le monde entier. Dans le monde entier, vous avez toujours des constructions institutionnelles qui sont des majorités avec des minorités. Nous, on est la seule construction au monde dans laquelle vous avez une union qui est faite seulement de minorités. Si vous êtes toutes des minorités, par définition, vous grandissez avec le respect de l'autre. Le respect de l'autre veut dire la possibilité pour voir que les règles sont essentielles, par exemple, sont essentielles, et qu'il est inimaginable dans nos pays, par exemple, qu'on change une règle essentielle, par exemple, je ne sais pas, chez nous, on a la règle que les maires, 2 mandats et puis c'est fini. On a vu ce qui s'est passé en Chine. Ils ont changé cette règle. Le maire de la Chine, paf, un peu comme dans beaucoup d'États africains ou sud-américains, ça a été une des règles qui a toujours été cassée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la question du respect pour l'autre, le fait que les institutions soient plus fortes que les personnes. Ce n'est pas une personne qui peut s'acheter une institution. Et donc que tu termines ton mandat, tu redeviens une personne normale et quelqu'un d'autre va prendre ta place. Je pense que c'est des sujets qui sont essentiels, fondamentaux. Fondamentaux. Il y avait cette phrase fantastique de Planck, le fameux allemand, homme de science allemand, qui disait toujours quelle est la chose la plus importante pour la science. Il disait toujours c'est la retraite obligatoire pour le prof. Parce que comme ça, le prof va à la retraite et il laisse la place à quelqu'un de plus jeune de lui qui a des idées plus ouvertes, nouvelles, parce que si le prof, même le plus intelligent, n'était pas obligé d'aller à la retraite, il resterait dans sa place et il ne laisserait jamais à un jeune la possibilité de mettre des idées après lui. Les institutions, les règles, les minorités, le respect pour les autres et le fait que personne ne peut s'acheter son rôle, sa place. Alors là, je pense que c'est une façon de vivre l'Europe et donc de respecter cet aspect. L'homme fort, chez nous, ça ne peut pas exister à cause des règles, des institutions qui sont plus fortes des ambitions des seuls et des institutionnels. Pour revenir à l'Italie, la situation politique est catastrophique, en fait, depuis 70 ans. C'est comme toujours. Donc, on a eu 66 gouvernements à peu près en 70 ans. Donc il y a vraiment un véritable problème technique d'un point de vue élection politique. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas justement instaurer une nouvelle règle comme en France, présidentielle à 2 tours? Est-ce que vous avez une solution pragmatique ou pas spécialement? En fait, par comparaison au Royaume-Uni, depuis 1946, il y a eu 25 gouvernements, en Italie 66. Oui, mais je ne pense pas que l'état de grâce de la politique britannique soit amené comme exemple. Parce que si je vois ce qu'ils ont fait dans le parti au pouvoir, je vois que c'est un pays qui a une situation malade politiquement, bien qu'ils aient des institutions très fortes. Donc, aujourd'hui, il y a un problème de la démocratie partout. La France, avec les règles, est-ce que ces règles sont exportables dans d'autres pays? Je ne pense pas, franchement. Je ne pense pas. Je ne pense pas pour une raison très simple. En Italie, on a voté un référendum, et donc le peuple est souverain, et le référendum du 4 décembre 16 portait là-dessus. L'idée était celle de construire en Italie une démocratie avec quelque chose qui rassemblait à la France.
les électeurs ont dit à 59%, ont dit non. Donc, moi j'étais parmi ceux qui ont voté, même si je n'aimais pas beaucoup la façon dans laquelle la chose avait été présentée, mais j'ai voté pour le oui, parce que je pense que l'Italie a besoin de... On ne peut pas être avec deux chambres qui donnent le vote de confiance au gouvernement, avec deux lois électorales différentes, donc avec une situation très compliquée. Mais en même temps, le peuple souverain, les électeurs ont décidé... C'était quand même un vote contre Renzi, du coup. Oui, mais on ne peut pas interpréter le vote. Les électeurs ont voté, c'était un référendum sur ce sujet-là, et donc c'était comme ça. Donc mon point à moi sur la question des institutions italiennes, c'est que l'Italie peut trouver sa propre voie. Il faut regarder à l'Italie non pas comme un lieu étrange où se passent des choses exotiques en politique, parce que normalement, ce qui se passe en Italie se passe après dans les autres pays. C'est un laboratoire. Combien de journalistes j'ai rencontrés qui m'ont demandé il y a un an, raconte-nous de Berlusconi, parce qu'aux États-Unis, Donald Trump, on l'appelait le Berlusconi américain. Mais Berlusconi, chez nous, c'est il y a 20 ans. Donc c'est quelque chose... alors, le point essentiel, c'est que c'est un pays qui toujours extrémise et toujours, comme c'est le pays, c'est une identité nationale, un pays de passions extrêmes, d'émotions fortes, même en politique, c'est comme ça. Je pense que c'est intéressant ce qui s'est passé aux dernières élections parce qu'on a eu un résultat qui est un résultat, premièrement, dans lequel, pendant la campagne électorale, beaucoup de choses ont changé. On était habitué à des campagnes électorales dans lesquelles rien n'a changé. Cette campagne électorale, on a vu le mouvement 5 étoiles démarrer sur une position et terminer sur une autre, beaucoup moins anti-européenne par rapport au début, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Je ne veux juger personne, mais je suis très ouvert à voir comment les choses vont évoluer. Mais ce que je dis, c'est que c'est un pays qui a eu deux crises profondes. Une crise que la France n'a pas connue. Je le dis parce qu'en France, on a un peu sous-estimé ce résultat italien. Le résultat italien est fils de l'extrémisation de deux crises profondes que la France n'a pas connues. La crise des migrants, que la France n'a absolument pas connue, et deuxièmement, la crise de l'austérité, la crise de l'euro, là aussi la France n'a pas connu. Elle n'a pas connu la France parce que France et Allemagne ont été sous le même parapluie des taux d'intérêt bas, donc la France n'a pas connu qu'est-ce que ça veut dire avoir un spread à 585 basis points, qu'est-ce que ça veut dire être complètement hors des règles des marchés internationaux sur le prêt, et ce que l'Italie, l'Espagne, par des deux grands pays européens qui ont été touchés par cette crise, ça a mené à des coupes, et ces coupes, et la situation de manque de croissance a mené à une montée du chômage des jeunes à des niveaux intolérables. Tout ça a créé une situation de méfiance vers l'Europe, les institutions nationales, et de se dire on ne croit plus en ce que les institutions nous disent. Et tout ça met au résultat. Et donc c'est un résultat dans lequel le manque de confiance, les deux crises qu'on a vécues, et aussi ce résultat très anti-européen dans le monde, qui est lié à quoi? À avoir vu les autres pays européens se tourner d'un autre côté quand l'Italie demandait de l'aide, sur la question migratoire par exemple, ou sur d'autres aspects. Donc tout ça démontre que laisser les crises exploser finit par avoir des conséquences de long terme. Et parce que les crises, c'est comme des vagues. La crise de 2008, au début, il y a eu des gens qui ont pensé, bon, c'est seulement une crise financière, donc elle ne va pas faire trop de dégâts sociaux ou politiques. Le début, c'était comme ça. Je me rappelle d'avoir entendu beaucoup de monde dire, à la fin, il va y avoir un peu de gens qui vont perdre leur job dans les banques, parce que les banques vont fermer, mais c'est pas
tragédie. La vérité, c'est qu'il y a eu une première vague 2008-2009 qui a été financière. Une deuxième vague a été la crise de l'économie réelle, parce que le manque de financement a amené à une crise d'économie réelle, mais la crise d'économie réelle a eu le matelas du welfare à aboutir les dégâts au début, donc elle s'est transformée en crise sociale seulement 2 ans après, en 12-13. Et politiquement, ça est devenu une crise tout de suite après, quand le chômage a monté, pas avant, donc en 14, 15, 16, et maintenant. Mais ce décalage est un décalage qui démontre comment tout ça est compliqué. Naturellement, l'Italie a vécu cette situation de façon plus compliquée que les autres. D'accord, donc on va passer aux questions du public. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, levez la main, mettez-vous debout et on passera un micro de manière à ce que vous posez une question à M. l'État. Bonjour. Dans votre projet d'Europe, il faut que les choses marchent bien, parce qu'on a vu la toute première slide que je vous ai proposée avec la boîte à outils. Il n'y avait pas de boîte à outils. Si la boîte à outils ne marche pas sur ce sujet-là, les conséquences sont directes vers les citoyens. Et un citoyen électeur, à la fin, se révolte. Donc, la priorité est que l'Europe, au niveau de l'euro, marche. Et c'est pour ça que je pense que le noyau dur va être les pays de l'euro. Je pense qu'en même temps, il ne faut pas bloquer l'élargissement. Je pense que si on a une Europe à plusieurs vitesses, on peut envisager un élargissement, par exemple, à la Serbie, à l'Albanie, que je ne pense pas que ce soit des pays qui doivent rester hors d'Europe. Je pense que ce serait une faute. La stabilité des Balkans a un aspect très important du point de vue géostratégique. Je dis ça en sachant, vous voyez, je cherche de parler son langue de bois, en sachant que l'élargissement est la chose la plus impopulaire dont on peut parler aujourd'hui en Europe. Quand on parle de l'élargissement en pays d'Europe centrale et orientale, la plus grande partie des Européens aujourd'hui disent que ça a été une faute. Il ne fallait pas le faire. Je pense que peut-être le timing ou certaines façons avec lesquelles on l'a fait, ça pouvait être fait d'une façon meilleure. Mais je vous demande de réfléchir. La grande politique internationale n'est jamais faite en disant une chose. Elle est toujours faite en réfléchissant sur ce que serait l'alternative à la chose que vous proposez. Alors imaginez-vous ce que serait l'Europe aujourd'hui et le monde aujourd'hui si on n'avait pas fait l'élargissement. On aurait Poutine à quelques centaines de kilomètres d'ici. Parce qu'à la fin, l'élargissement a été un choix stratégique, historique, qui a profité de la seule pause de 15 ans dans laquelle la Russie s'est endormie. Et cette pause a été entre 1991 et 2008, quand il y a eu la première des guerres de la Russie nouvelle, la guerre en Géorgie. La Russie, aujourd'hui, s'est réveillée complètement. Et le rêve de puissance de la Russie est un sujet qui nous touche à nous tous. Avoir changé le cours de l'histoire du monde en faisant en sorte que la grande blessure de l'après-guerre, Budapest, Prague, Varsovie, Ljubljana, Zagreb, sous le communisme soviétique, ça c'était la grande blessure et la conséquence de la guerre. Des capitales qui n'avaient rien à voir avec cette idée.
Et bien tout ça, avec les choix qu'on a fait entre 1991 et les années après, on a remis tout ensemble dans une identité européenne qui existe. Et on a donc aujourd'hui ce décalage par rapport à l'envie, à la volonté de puissance de Poutine. Donc ça a été un choix stratégique dont nos enfants et nos petits-enfants vont remercier ceux qui l'ont fait. Même si aujourd'hui on est tous on pense que c'était mieux de ne pas le faire. Imaginez-vous ce que ça aurait été de ne pas le faire. On aurait eu à la frontière de Gorizia, je parle aux Italiens qui sont ici, Poutine. Alors, je pense que le raisonnement sur le Balkan doit être aussi un raisonnement de perspective. Toutes les grandes instabilités européennes ont débuté dans les Balkans. Et même la dernière grande guerre européenne, la guerre dans l'ex-Yougoslavie, c'était les Balkans. Donc il faut stabiliser, il faut se mettre, il faut travailler pour arriver à ce résultat-là. Bonjour Monsieur l'État. Vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre les somewhere et les anywhere. On voit aussi qu'aujourd'hui il y a une différence entre ceux qui sont, disons, informés et ceux qui sont plus vulnérables à la désinformation, à ce qu'on appelle les fake news. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre les fake news qui souvent sont plus favorables au populisme et aux anti-européens, aux anti-immigration, sans pour autant tomber dans la censure? Je commence par dire que les fake news ont toujours existé. Si vous lisez ce super bouquin de Stefan Zweig qui parle de Amerigo Vespucci, bon, vous avez la première grande fake news de l'histoire, c'est-à-dire l'Amérique, qui n'a pas été découverte par Amerigo Vespucci, mais elle s'appelle America parce que Amerigo Vespucci avait raconté la chose d'une telle façon que le monde entier avait cru, quand l'Amérique a été appelée comme ça, que c'était lui. Et c'est une énorme fake news historique qui a changé l'histoire de notre monde. On appelle Amérique quelque chose qui vient d'un nom qui à la fin c'est pas lui. Mais aujourd'hui la question est beaucoup plus complexe naturellement. Et je pense que moi par exemple, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été frappé par l'impact. Vous vous rappelez l'attentat de Westminster, il y a quelque temps. Le pont, les blessés et la photo avec une dame vêtue avec le voile islamique qui passait là en téléphonant, en passant un appel au téléphone sans se soucier des blessés qui étaient près d'elle. Cette photo tout de suite a fait du ravage dans les médias parce que c'était le message terrible que cette photo passait. Bon, c'est une fake photo, elle n'existe pas, elle a été construite parce qu'il n'y a jamais eu cette image. Ça a été démontré des mois après, mais la démonstration du fait que c'est... Voilà, ça c'est la photo. Bravo. Je vais vous embaucher à chaque fois que... Je ne sais pas qui c'est qui fait ça. Bravo. Alors cette photo a fait le tour du monde, a fait des ravages en termes... Et très peu de gens savent que cette photo est un fake. Un fake total. Même la première photo qui a fait le tour du monde le dimanche 1er octobre de l'année passée, le jour du vote du soi-disant référendum en Catalogne, il y a eu une première photo avec une femme avec le visage totalement sanglant. Et cette première photo a donné un peu le brand de cette journée. Bon, cette photo n'était pas vraie.
ou bien, ce n'était pas vrai, elle était vraie, mais ce n'était pas cette journée-là, c'était des mois avant pour une autre chose. Mais l'impact de cette photo était l'impact de dire... alors, je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'image a besoin de règles beaucoup plus strictes. C'est très compliqué, très difficile. Mais en vérité, il y a une seule possibilité. Et naturellement, c'est la chose la plus compliquée dans nos sociétés. Et la seule possibilité est celle d'investir en éducation. Le monde de demain est un monde dans lequel les défis, les difficultés, les pièges, les trahisons, les fakes ont besoin de donner la force et la capacité de discernement à l'individu. Et dans le pouvoir de l'individu, il y a tout. Mais l'individu doit avoir les moyens pour ce discernement, doit avoir les moyens pour comprendre, pour se faire une opinion. Et tout ça passe par l'éducation. Donc, à la fin, le monde de demain sera un monde dans lequel c'est la compétition sur les enjeux, l'investissement dans l'éducation qui va faire... Moi, je dis toujours que l'éducation est le pétrole du futur. Ce sera ça le point, et ce n'est pas un cas que les pays qui investissent le plus dans le futur, je pense à Singapour, la Corée, la Chine, ce sont les pays sur lesquels on sait très bien que cet investissement est un investissement de très long terme. Donc ma réponse, c'est que oui, il faut des règles sur tout cela, il faut des protections, mais à la fin, la seule protection est celle de donner aux gens la possibilité de se faire une idée eux-mêmes, et que cette force est la force sur laquelle vous pouvez avoir des gens et des sociétés mûres et conscientes. Sinon, la possibilité d'avoir d'influencer les gens est une possibilité de plus en plus élevée. Encore une dernière question. Profitez-en. Il faut être difficile. On va en prendre 2 ou 3 si vous faites ensemble et rapide, on va en prendre plus que vous. Bonjour, monsieur. Je voulais revenir sur la nécessité de l'Union européenne, comme vous l'avez dit, parce que vous dites que les pays sont trop petits aujourd'hui pour résister aux influences des grandes, de la Russie, des États-Unis. En fait, je pensais à la Suisse quand vous avez dit ça. Et la Suisse, historiquement, même quand l'Europe n'était pas du tout faite, elle a résisté aux influences parce qu'elle se les a appropriées, elle les a utilisées pour faire des équilibres, et elles s'en est très bien sorties jusqu'à maintenant. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Je ne pense pas que l'Europe puisse être une grande Suisse, parce que la Suisse, ça marche seulement si vous êtes la Suisse très petite, vous ne dépensez rien pour votre sécurité, parce que vous n'aurez pas de guerre qui vient des mauvais, des méchants autrichiens, des méchants allemands, ce qui n'est pas le cas en Europe. C'est-à-dire que l'Europe a des besoins, des devoirs, des missions beaucoup plus supérieures à celles de la Suisse. Donc je ne crois pas, je vois très bien votre exemple, mais je ne crois pas que cet exemple puisse être remis pour l'échelle européenne, parce que les missions, les responsabilités, le rôle de l'Europe sont beaucoup majeurs par rapport à ceux de la Suisse. Bonjour monsieur, vous avez montré tout à l'heure un décalage entre une élite européiste et des populations qui sont peut-être plus europhobes. Passer ce message, qui est le message clé de mon point de vue, c'est-à-dire on peut être d'accord ou pas d'accord avec des politiques européennes. Moi, vous avez vu, j'ai critiqué beaucoup de politiques européennes. J'ai critiqué la politique migratoire européenne, j'ai critiqué la politique du début de la crise de l'euro, donc je suis critique avec des politiques européennes. Ce n'est pas que je suis pro-européen, que je défends l'Europe en tant que telle. Mais le point essentiel, il faut entrer dans une mentalité de séparer la critique aux politiques qui ne devienne pas la critique à l'idée d'intégration.
L'idée d'intégration est une idée qu'on doit, avec tous les moyens possibles, faire comprendre comme décisive pour notre futur. Et là, je pense que le Brexit a été terrible. Parce que le Brexit, avec ce brand très fort, avec cette idée de reprendre le contrôle en main, etc., a donné une idée fausse qu'en étant tout seul, on pouvait être plus fort. Moi, je pense que le Brexit, au contraire, va démontrer aux gens qu'en étant tout seul, ils vont être plus faibles. Je respecte leur choix, ça a été pris démocratiquement, mais je vois ce qui s'est passé. Premièrement, je vois que le Royaume-Uni, ce sera un cas. Après 20 ans, c'était un des pays les plus performants parmi les G7. C'est le pire cette année des G7. L'Italie même a dépassé le Royaume-Uni. L'Italie en crise a dépassé le Royaume-Uni. Deuxièmement, Theresa May qui est partie en tournée et allée voir premièrement tous les chefs des pays du Commonwealth, donc les anciennes colonies britanniques. Elle est arrivée là et a dit à tous, que ce soit Modi en Inde, que ce soit le type de Singapour, que ce soit le Canadien, elle est arrivée chez tous, elle a dit « We are back ». Et les gens lui diront « We are very happy ». Mais s'il vous plaît, mettez-vous à la queue. Parce que vous êtes un petit pays, vous êtes un dixième de l'Europe. Avant tout, on veut régler nos affaires avec l'Europe, qui est 10 fois plus ce que vous êtes. Donc vous voulez faire un accord commercial avec nous, et vous, très bien, mais quand l'Inde, ancienne colonie, veut faire un rapport, une relation commerciale avec le Royaume-Uni d'aujourd'hui, vous voyez les dimensions entre les deux. Et la différence, c'est que l'Europe est 10 fois ce que c'est le Royaume-Uni aujourd'hui. Donc l'intérêt de tous ces pays, c'est l'intérêt de faire, premièrement, de régler leurs affaires avec l'Europe. Oui, il y a le Royaume-Uni. En vérité, peut-être j'extrémise un peu, il n'y a pas de place pour un pays de cette taille seul au monde. Dans 20 ans, ils vont reconnaître qu'il n'y a pas de place pour un pays de cette taille seul au monde. S'ils ne veulent pas d'Europe, qu'ils deviennent le 51e pays des États-Unis. Voilà. Mais tout seul, dans 20 ans, ils n'auront pas de place dans l'enceinte des grandes nations du monde. Eux qui étaient le centre du monde. Ça, c'est le point essentiel à comprendre. Quelques-uns, peut-être, l'ont compris, d'autres non, pas encore. Mais ça, c'est le point essentiel. Donc, le Brexit a été terrible. Et il faut faire comprendre qu'il ne faut pas faire comme eux, qui n'étaient pas contents de comment les choses marchaient en Europe. Et donc, ils ont dit, bon, alors on sort, on casse tout. Non, on peut changer la façon dans laquelle on fait les choses en Europe. Il ne faut pas casser tout. Et en plus, disons la vérité, oui, ils disent, bon, on a décidé de sortir, 52 à 48. Moi, je trouve que ce 48 est la démonstration de la force de l'Europe. Vous direz que je plaisante. Non, je ne plaisante pas. Imaginez-vous, un référendum, c'est toujours pas très nuancé. Vous avez black and white, deux positions fortes, le reste n'existe pas. Quelles étaient les deux positions du référendum britannique? La position des Brexiteurs, c'était nous, on trouve que l'Europe c'est dégueulasse, donc on sort. La position de Cameron était nous, on trouve que l'Europe est dégueulasse, mais on est obligé à y rester dedans. Ce qui, franchement, n'est pas la position la plus forte possible. Donc, le fait que le 48% a donné son avis positif sur ça démontre qu'à la fin, même là, les questions sont différentes. Mais donc, voilà, je pense que la question essentielle, c'est les leaderships qui sont en condition de séparer ces deux points. Mais pour faire ça, il faut donner l'idée et la réalité que les politiques européennes peuvent être discutées et changées. La chose la pire,